Dans l'épisode d'aujourd'hui, une meute de 400 loups surgit de la forêt et envahit un village en Russie à la recherche de nourriture, dévorant des milliers d'animaux de ferme et de chevaux dans le village. Mais cela ne suffit toujours pas à étancher leur soif de sang. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici le cas terrifiant de 6 enfants dévorés par une meute de 400 loups. Bienvenue sur Férocefine. Le continent russe abrite certains des endroits les plus froids habités en permanence sur la planète. Parmi eux se trouve Verkhoyansk, qui fait partie des zones rurales les plus isolées de l'hémisphère nord et détient le record de la température la plus froide jamais enregistrée en Asie, soit moins 76,8 degrés Celsius. Dans cette région, le climat impitoyable et glacial est monnaie courante. Tout au long de l'année, la survie est réservée à ceux qui sont prêts à lutter contre toutes les adversités. Le pays est couvert de neige et les températures extrêmes sont si rudes que Joseph Staline, le dirigeant de l'Union soviétique, y exilait les rebelles ainsi que les ennemis politiques dans cette toundra où leurs chances de survie étaient quasi nulles. La région a rapidement reçu le surnom d'anneau de la mort de Staline. Et des décennies plus tard, même après la fin de l'Union soviétique, elle est toujours enveloppée de mystères et de rumeurs sur les sombres actes qui se sont déroulés ici il y a de nombreuses années. Sa réputation sinistre a longtemps tenu à l'écart les éventuels résidents, et le recensement de 2010 a révélé que seulement 1311 habitants vivaient encore dans ce terrain rude. Néanmoins, cet environnement difficile est peuplé d'animaux tels que des bœufs musqués, des cerfs, des élans, des ours bruns et polaires, des lièvres polaires, ainsi que des loups gris, qui ont appris à coexister dans cette biote gelée. Les fermes ici sont parsemées de rennes, et leurs bois confèrent à la toundra enneigée, autrement banale, une touche de charme fantastique. Ils font partie du mode de vie, car les habitants les élèvent pour leur fourrure, leur viande et leur lait, et les utilisent comme moyen de transport, car ils peuvent tirer de lourdes charges sans transpirer. Pendant longtemps, les humains et la faune ont coexisté pacifiquement, chacun respectant ses propres limites. Mais l'hiver de 2012 fut une période pour le moins singulière. Une mortalité massive des lapins a conduit la nature à réagir de la manière la plus terrible, les loups gris étant leur proie principale. L'effondrement cyclique de la population de lapins a amené les loups à détourner leur attention de leurs sources habituelles de nourriture vers des sources anormales. Les autorités de Verkhoyansk indiquent que la population de loups est normalement d'environ 500, mais en hiver 2012, il y avait environ 3500 loups. Cette augmentation dramatique et drastique de la population de loups a mis à rude épreuve leur approvisionnement alimentaire habituel. Et avec la diminution du nombre de lapins, les loups ont rapidement manqué de proie. Leur petit groupe de 6 à 7 loups, devenus désespérés de trouver quelque chose à mâcher, ont dû élargir leur territoire. Ils ont fusionné ces petits groupes en un super groupe de plus de 400 individus et ont commencé à chercher de plus grandes proies aux abords des villages. Normalement, les loups gris choisissent soigneusement la proie la plus nourrissante qu'ils peuvent obtenir sans se mettre en danger. Ils ne sont pas seulement astucieux, mais aussi intelligents et commencent instinctivement à chasser des animaux dangereux lorsqu'ils n'ont plus d'options plus sûres. Les lapins ayant disparu et la population de rennes sauvages diminuant progressivement, les loups ont désormais tourné leur férocité vers les villages bordant la forêt. Cela inquiétait les villageois, car ils n'avaient pas assez de main-d'œuvre pour lutter contre le supergroupe de loups en pleine croissance. Pour aggraver les choses, l'utilisation de pièges à mâchoires, qui s'était avérée être l'une des méthodes efficaces pour capturer les loups, avait déjà été interdite en 2005. Les loups semblaient en être conscients et gagnaient en élan et en force, descendant impitoyablement sur le village, massacrant le bétail et les gens. Poussés par leur faim primitive, le supergroupe se déplaçait comme un seul homme, une force de la nature imparable qui frappait dans le silence de la nuit à l'aube. Les rangées autrefois ordonnées de parcs à bétail étaient laissées en désordre, une scène fantomatique de chaos et de destruction. En 4 jours, les 400 loups avaient tué 30 chevaux. Ce comportement terrifiant du supergroupe a plongé les agriculteurs dans la peur. Mais ce n'était que le début de leur frénésie, et à partir de là, les choses ne feraient qu'empirer. Ils chassaient tout ce qui croisait leur chemin,
et même les rennes domestiquées n'étaient pas épargnées. La domestication était un désavantage pour les rennes, car ils ne possédaient pas les instincts de survie nécessaires comparés à leurs congénères sauvages. Ils ne représentaient aucun défi pour le supergroupe affamé et étaient donc des cibles faciles. Aucun groupe de rennes n'était suffisamment protégé pour repousser une meute de 400 loups affamés. De ferme en ferme, ils se déplaçaient, tuant au total 16 111 rennes. Pendant ce temps, le nombre de chevaux tués avait également atteint 313. Les villageois espéraient que les 16 111 rennes et les 313 chevaux dans leurs estomacs suffiraient à apaiser leur appétit. Mais ils se trompaient et étaient loin de la réalité de la situation. Leur appétit était insatiable. Le supergroupe, ayant goûté au sang, ne pouvait tout simplement pas s'en rassasier. Il se déchaînait dans une frénésie meurtrière, attaquant finalement un groupe de 6 enfants rentrant de l'école. Les loups les tuèrent et les dévorèrent jusqu'à la moelle des os, laissant les villageois stupéfaits. Le supergroupe n'avait pas seulement causé des dommages s'élevant à 5 millions de dollars, mais avait également ciblé de petits enfants. Il devait agir, et vite. Les autorités régionales apprirent la nouvelle, et le président Jegor Borisov jura de résoudre la situation. Il conçut un plan de campagne de 3 mois pour libérer la ville de l'envahissant supergroupe. Un état d'urgence fut déclaré et 24 équipes de trappeurs et de chasseurs furent constituées sous son autorisation. Les équipes devaient patrouiller la toundra avec des motoneiges et installer des pièges à loups. Durant la journée, les chasseurs devaient utiliser des hélicoptères, d'où ils exécuteraient leur ordre de tuer. Le président Jegor offrit également des primes de 250 $ par loup tué et un grand prix de 33 000 $ pour le meilleur chasseur qui rapporterait le plus de fourrure. Cet incident attira l'attention des défenseurs des animaux, qui pointèrent du doigt la chasse non réglementée et continue des lapins par les humains, la tenant responsable de l'augmentation des attaques de loups. D'autres exprimèrent des doutes sur la capacité des chasseurs à réduire la population de loups à 500 idéaux. Ils prétendaient qu'il était irréaliste de tirer sur autant de loups. D'un autre côté, les programmes de protection de la biodiversité insistaient sur le fait que le nombre d'animaux sauvages, y compris les lapins, fluctue naturellement et est influencé par de nombreux facteurs tels que la météo et la mortalité. Après une série d'années, pour le dire simplement, la nature se rééquilibre d'elle-même. Mais l'attaque de la supermeute de Verkhoyansk n'est pas la seule attaque de loups affamés dans l'histoire de la Russie. Pendant les massacres de la Première Guerre mondiale, les loups prospéraient en abondance. En 1916, pendant le 3e hiver glacial de la Première Guerre mondiale, les soldats allemands et russes se faisaient face sur la mer Baltique, avec un front s'étendant jusqu'à la mer Noire. Lorsqu'une supermeute de loups assoiffés de sang les attaqua, la guerre avait éliminé les derniers restes de bisons européens dans la zone de guerre, qui était la principale proie des loups. Cela les amena à chercher de nouvelles sources de nourriture qu'ils trouvèrent dans les humains. Au début, des soldats morts, blessés et isolés commençaient à disparaître la nuit de leur camp. Mais les loups intensifièrent leur offensive et commencèrent à attaquer des groupes entiers. Leurs assauts étaient aussi violents que les deux armées furent contraintes de déclarer une trêve, malgré leur hostilité mutuelle et presque 3 ans de conflit. Les armées s'unirent ensuite pour former des groupes de chasse. Ensemble, ils chassèrent et tuèrent des centaines de loups, éliminant finalement leurs menaces. Par la suite, ils déclarèrent la fin de la trêve et reprirent leur combat originel, en se tuant les uns les autres. Aujourd'hui, le système des primes est encore en vigueur dans de nombreuses parties de l'hémisphère nord froid et des fonds sont alloués à cette fin. Les primes se sont avérées être une méthode économique et efficace pour réduire le nombre total de loups et éviter des incidents similaires. Le gouvernement régional a également encouragé l'abattage de loups en instaurant un jour férié annuel pour les chasseurs, qui a lieu le 2e samedi d'avril. Malgré ces efforts, les experts croient toutefois que les loups ont conservé leur prédilection pour les régions glacées du Nord, mais continueront de guetter les villages dispersés dans cette toundra. La vie dans l'hémisphère Nord est un combat constant, et une meute de loups affamés et voraces n'est qu'un des nombreux dangers. Comme les loups peuvent donner naissance à jusqu'à 5 chiots à la fois, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un nouveau supergroupe n'émerge de la forêt, apportant ainsi notre dernière plaie.